comment approcher l'idée de la mort sans être émotionnée? Moi, je suis torturée par cette idée-là. J'ai une maman qui est presque en fin de vie et je n'arrive pas à trouver les mots ni les attitudes pour calmer cet état-là et essayer de comprendre comment je peux faire. Je me sens vraiment dépourvue et face à ce problème, je ne sais plus comment aborder le sujet, faire face à ça. Pour elle ou pour vous? Les deux. Les deux. En règle générale, j'ai très très peur de la mort. Et là, je suis confrontée dans quelques temps à ce que ça se produise en moi. Vous savez, vous êtes obligé d'être honnête avec vous-même. Vous avez peur de la mort, donc ça c'est vraiment réel, c'est votre expérience. Donc, peut-être dans l'autre orientation, vous direz sentez cette peur. Si votre chien vous demande comment tu sais que tu as peur, vous allez dire je le sens, donc vous le sentez. Vous le sentez dans votre corps. Où est-ce qu'elle est cette sensation? Vous dites je le sens. C'est dans la gorge, c'est dans la poitrine, c'est dans le ventre, c'est quelque part dans le corps. Donc vous vous demanderez de devenir intime, d'explorer tactilement où se situe cette fameuse peur, donc vous allez dire je le sens. Purement tactilement. La conceptualisation ne sert à rien. Tout ce qu'on va vous dire sur la mort, plus des concepts, si vous allez voir un chrétien, il va vous dire ça, vous allez voir un hindou, il va vous dire ça, vous allez voir un bouddhiste athée, il va vous dire ça, vous allez voir un scientifique, il va vous dire ça. Qu'est-ce que ça peut vous faire ce qu'on vous dit? Chacun dit son imaginaire. Personne ne connaît la mort, on connaît la vie. Ce qu'on appelle la mort, c'est une image de la vie. Vous avez vu les cadavres, ça ne prouve pas la mort. Ça. Le cadavre, c'est une image de la vie. Donc la mort est quelque chose qu'on ne peut pas ni comprendre, ni percevoir, parce que la vie ne peut pas comprendre la mort. Tout ce qu'on apprend sur la mort, tout ce qu'on lit sur la mort, c'est les idées de la vie. Donc chacun va projeter son bêtisier. Les Tibétains ont leur bêtisier, les Égyptiens ont leur bêtisier, les Grecs, les chrétiens, chacun a son bêtisier. C'est évidemment sympathique, ça peut avoir une valeur ethnologique, ça peut avoir une valeur pour étudier les limites de la pensée dans telle ou telle civilisation. Mais ça ne veut rien dire. Donc c'est normal que vous ne sachiez rien parce qu'on ne peut rien savoir. Par contre, vous pouvez devenir intime avec cette sensation. Et ça, c'est le cœur de la vie. La peur, ce n'est pas une idée. Vous sentez la peur. Donc, au lieu de vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien à comprendre. La compréhension, c'est pour les imbéciles. La compréhension veut dire mettre un concept sur quelque chose que vous couvrez du concept et vous dites, j'ai compris. Voilà. Mais comprendre, c'est une modalité des imbéciles. Ça ne veut rien dire comprendre. On dit j'ai compris quelque chose, ça dit j'ai mis un mot dessus, et ce mot je l'appelle comprendre. C'est complètement imaginaire. Vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un, vous ne pouvez pas vous comprendre, vous ne pouvez pas comprendre la vie, vous ne pouvez pas comprendre. On ne peut rien comprendre. La compréhension, c'est une arrogance de la personne, de l'ego, ça n'existe pas. Par contre, on peut écouter. Alors, vous avez la chance d'avoir cette émotion, cette peur de la mort. Voilà. Quand la prochaine fois ça vous vient, essayez de sentir corporellement comment ça se sent. C'est plutôt aigu, c'est plutôt amer, c'est plutôt obscur, c'est plutôt lourd, c'est plutôt léger, c'est plutôt astringent, c'est plutôt sucré, c'est plutôt sec, c'est plutôt humide, c'est plutôt une contraction, c'est plutôt une expansion. Un peu comme si une maison d'édition vous contacte et vous dit voilà, on sait que vous êtes vraiment doué en écriture, alors vous allez faire un roman sur une personne qui a peur de la mort. Donc décrivez ce que vit cette personne. Alors vous allez vous prendre comme sujet. Et voilà, quand la peur de la mort vient, elle sentait ça, un peu dans son ventre, un peu dans sa gorge, un peu elle se sentait comme ça. Prenez des notes mentalement de comment vous vous sentez, comme pour faire un roman. Ça suffit. C'est vraiment le plus important. Et au plus vous allez sentir cette peur, on dit vous n'allez plus avoir peur. Parce qu'on ne va pas sentir et penser à la fois. La peur, c'est une pensée.
Quand vous sentez, vous ne pensez plus. Vous êtes agité, vous avez une paire de gifles, vous sentez, vous ne pensez plus. La peur, c'est vraiment une pensée. Quand on sent la peur, on n'a plus peur. C'est vraiment expérimental. Quand vous montez dans les montagnes russes, ben vous sentez la peur, vous payez pour sentir la peur. Si vous n'avez pas peur, vous n'allez pas payer 10 € pour monter. Si vous n'avez pas peur, vous ne montez pas. Si vous avez peur, vous ne montez pas non plus. Vous montez pour sentir la peur et vous montez, vous faites un tour, 2 tours, 3 tours, vous hurlez, vous criez. Vous avez vraiment senti la peur, vous sortez de là, vous êtes vraiment heureux, vous repayez pour remonter. Mais si vous avez peur, vous n'allez jamais remonter. Parce que quand vous avez peur, vous bloquez la peur. Vous sentez la peur s'élimine. La peur, ça rend joyeux. Les enfants jouent à se faire peur. Il y en a qui payent 150 €, vous sautez d'un pont avec une élastique à la cheville. Pourquoi? Pour sentir la peur. Mais celui qui a peur ne peut pas sauter. Celui qui saute n'a pas peur, mais il veut sentir la peur. Celui qui se fait 1, 2, 3 rebonds sans sentant la peur, il rentre chez lui, il dort bien le soir. Il dort bien parce qu'il a senti la peur. Mais celui qui a peur qu'on pousse malgré lui, donc il va tomber avec la peur, il va très mal dormir le soir. Et il sera traumatisé peut-être pour toute sa vie. Ce n'est pas l'expérience qui traumatise, c'est l'appropriation j'ai peur. Quand on sent la peur, on n'a pas peur. Quand on a peur, on ne sent plus rien. Donc quand vous allez sentir la peur de la mort, vous allez voir très vite l'idée j'ai peur de la mort va vous quitter. Ça va être un ressenti. À ce moment-là, c'est l'espèce de disponibilité dans laquelle des fois vous sentez la peur de la mort, comme des fois vous sentez l'affection pour votre voisin, des fois vous sentez de l'attirance pour un troisième voisin, des fois vous sentez de la colère dans telle situation, des fois vous sentez, etc. Vous sentez ces choses-là. Quand vous serez à votre mère, sans la peur, en sentant la peur, et sans vous sentir j'ai peur, vous allez pouvoir également sentir comment ça se passe pour elle. Et quand vous allez sentir la peur de votre mère, il y a une forme de disponibilité qui va se faire. Et du fait que vous n'avez pas peur, sur un certain plan, vous allez l'aider à ce qu'elle également elle sente cette peur sans avoir peur. On ne peut rien faire pour l'autre si on n'a pas fait sur soi-même. Je ne peux pas aider l'autre dans quelque chose que je n'ai pas libéré en moi-même. Donc j'ai peur de la violence, je ne peux pas aider les gens qui ont peur de la violence. Donc c'est à vous de faire l'exploration, parce que vous n'êtes pas séparé de votre mère, vous êtes séparé de rien. Donc quand en vous il y a cette espèce de disponibilité à sentir la peur sans avoir peur, cette disponibilité va résonner sur l'environnement. Et selon ses capacités, comme on n'est pas séparé corporellement, en réalité ce que vous sentez, ce que je sens, et quand on se mélange constamment, vous allez aider celui qui est à côté de vous à faire la même chose par mimétisme. Mais tant que j'ai peur de la mort, je ne peux pas aider quelqu'un qui a peur de la mort. Ma peur va stimuler la peur de l'autre. Elle va toujours commencer par soi-même. Excusez-moi, pour sentir la peur, c'est que par l'expérimentation, d'après ce que je comprends. Donc comment est-ce possible? Vous sentez quand vous avez peur, quand vous voyez un chien qui vous agresse, vous sentez la peur, vous n'avez pas fait d'effort pour ressentir dans le ventre, dans la gorge. J'arrive pas à faire la différence entre avoir peur et sentir la peur. D'après ce que je comprends, de votre explication, c'est par l'expérimentation. Par exemple, j'ai peur de sauter à l'élastique, j'y vais pas. Oui. Je saute à l'élastique, je vis. Je sens la peur, et bien je sûr. vis la peur. La différence absolue, c'est quand vous avez peur, vous ne pouvez plus bouger. Vous sentez la peur, vous êtes très rapide. C'est une différence totale. Quand je sens la peur, je suis plus rapide, je suis plus efficient. S'il y a un combat, je sens moins la douleur, je frappe plus fort. Quand j'ai peur, je ne peux pas bouger, les coups me font plus mal et je suis incapable d'agir. La peur, avoir peur, pour empêcher toute réaction, sentir la peur, quand l'adrénaline se libère, vous donne un maximum de capacité. Il faut l'expérimenter directement.
Mais vous allez voir, moi, très jeune, j'ai fait la différence. J'avais 8-10 ans, je vivais à Marseille, je traversais un boulevard, au Salvatore. Puis très loin, j'ai vu une moto, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu peur de cette moto. Elle a mis au moins 2 secondes et demie de me tomber dessus. C'est énorme de son. Je pouvais sauter à 10 mètres. Je n'ai pas pu bouger. Tant j'avais peur, elle m'a renversé, m'a envoyé en l'air. Là, à l'époque, bien sûr, je n'ai pas compris, mais après, j'ai compris là, que j'avais expérimenté la peur. J'avais peur. Beaucoup plus tard, ma vie est devenue celle d'un commerçant d'antiquités en Népal. Mais les antiquités ne sont pas forcément légalement exportables en Népal. Et pendant la période maoïste, j'étais avec un ami tibétain, on portait un sac un peu trop lourd, à 2, et on tourne une rue, et on tombe sur un barrage de la police, et ils fouillaient tout le monde, fouillaient tous les sacs. Pour moi, c'était pas très grave, je risquais quelques gifles, mais lui, il risquait beaucoup plus. Les Népalais avaient tué quelques Tibétains pour les faire parler par rapport au trafic d'antiquités il n'y a pas très longtemps, sous les ordres de la Chine, parce que les Népalais inféodés à la politique chinoise. Et on a tourné avec cet ami, on s'est regardé, on a vraiment senti la peur, on a éclaté de rire, et on s'est avancé en rigolant vers le barrage népalais, qui nous a regardés et qui nous a dit de passer. On était les seuls qui n'étaient pas fouillés. Là, j'ai vu ce que c'était de sentir la peur. Si on avait eu peur, c'était fini. Et quand j'avais 8 ans, j'ai vu ce que c'était avoir peur. C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Avoir peur, peut-être totalement bloqué. Sentir la peur, ça vous libère complètement. Vous avez une capacité invraisemblable. C'est au maximum de votre capacité fonctionnelle. Donc c'est très très différent. J'ai écouté beaucoup de réponses qui m'aident et je ne trouve pas celle qui m'aiderait à sortir de la difficulté que j'ai entre ce qui m'habite. D'un côté, la beauté, tout ce que j'aime, qui me donne de la joie, qui me met bien à l'aise, qui me fait être. Et l'autre côté où j'ai ce côté de laideur, de colère, de tout ce qui ne va pas, de ce que j'entends, que je rejette, que je refuse, que je repousse et qui me détruit, qui m'étripe. Et je ne sais pas, je porte donc de la beauté et de la laideur en moi. Je les sens, toutes les deux, elles m'appartiennent. Et je ne sais pas comment les faire basculer ou les faire absorber ou les faire descendre dans le corps pour qu'elles disparaissent. Comment harmoniser, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Je ne trouve pas. Et elles sont fortes, aussi fortes l'une que l'autre. Et elles sont bien à moi. Vous devez aimer la laideur. Parce que la laideur, c'est une expression de la beauté que vous n'avez pas encore reconnue comme telle. Arrêtez d'avoir un imaginaire mégalomaniaque sur Dieu, de penser que Dieu a raté la moitié de votre vie. Et une partie qui est réussie, c'est la beauté, une partie qui est ratée, c'est la laideur. Non, Dieu n'a pas fait d'erreur. Il n'y a pas de laideur qui doit être corrigée. Il y a une laideur qui doit être reconnue comme beauté. Vous avez des préjugés, c'est pour ça que vous dites c'est la laideur. Regardez mieux, sentez mieux. Il n'y a rien de laid. L'exemple que vous avez connu Jean Klein, l'exemple que donnait Jean Klein, c'est quand il disait, voilà, regardez une peinture du XVIe siècle, par exemple espagnole, très très grande peinture, 9 mètres de long, 4 mètres de haut. Bien sûr, ça représente généralement la Seine. Vous cachez 90% du tableau. Regardez 10%. Et quand vous regardez ces 10%, vous regardez vraiment bien. Vous allez dire, c'est pas harmonieux. Il faudrait un peu plus de lumière, il faudrait un peu plus d'obscurité, il faudrait rectifier ça. Continuez à regarder ces 10%, vous levez le cache du tableau. En un seul instant, envoyez cette fonction,
en fonction, cette partie en fonction de la totalité. Et en un seul instant, ce que vous trouviez inharmonieux, ce qu'il fallait intervenir, qu'il fallait changer, qu'il fallait rectifier, vous allez voir c'était parfait. Parce que maintenant vous le voyez dans l'ensemble, d'un point de vue global. Donc quand je vois quelque chose de noir, c'est que je vois mal. Il n'y a rien de noir, tout est beau, regardez mieux. Mettez en question votre regard, pas ce que vous regardez. Tout ce que vous appelez de négatif dans la vie, tout cet environnement que vous jugez, regardez mieux. C'est à vous d'en voir la beauté. Mais ne lui demandez pas de changer pour vous. Ce n'est pas l'environnement qui doit devenir beau. Non, c'est vous qui devez voir la beauté de l'environnement. C'est votre regard qui compte. Vous avez vu la beauté d'une partie de votre vie, c'est déjà super, il y en a qui ne voient même pas ça. Et regardez également le contraire. Ce que vous appelez négatif, pourquoi vous l'appelez négatif? Votre maturité, elle vient de quoi? Elle ne vient pas des moments d'amour, elle ne vient pas des moments de joie, elle vient des moments de difficulté que vous avez rencontrés. Toutes les souffrances, toutes les vicissitudes, toutes les complexités de votre vie, c'est ça qui a créé votre maturité. Alors quand vous savez que pour les autres, ces mêmes vicissitudes n'ont pas créé leur maturité, vous savez si pour un enfant, il vaut mieux une vie riche, heureuse, ou difficile, malheureuse, de pauvreté. Vous savez vraiment ce qui va amener à l'enfant, au moment de sa mort, à être plus ou moins libre. Vous savez si c'est d'avoir un mariage heureux ou un mariage dramatique. Vous savez si c'est d'être en super santé ou d'être toujours malade. Vous savez si c'est la richesse ou la pauvreté qui va vraiment amener à cet enfant la maturité. Qui peut savoir? Moi, je ne sais pas ce qui est juste pour mon environnement. L'imaginaire de l'échec, celui de la réussite, l'imaginaire de la santé ou de la maladie, le succès ou l'échec. Qu'est-ce qui est plus juste? Moi, je ne sais pas. Et quand on ne sait pas, il n'y a plus cette dichotomie. Ce qui est arrivé là, c'est toujours une interprétation. Qu'un lion mange un zèbre, c'est tout à fait juste pour le lion, c'est moins juste pour le zèbre. Alors si vous prenez pour un zèbre, c'est négatif, mais si vous regardez pour du lion, c'est positif. En vérité, c'est ni positif ni négatif, ça s'appelle la vie. Mais selon son point de vue, on le vit bien sûr d'une manière ou d'une autre. Dans tout ce que vous appelez négatif, regardez mieux. Toute la problématique que vous voyez autour de vous actuellement, regardez mieux. Bien sûr, les gens sont comme ça, et alors, ils ne peuvent pas être autrement. Bien sûr, les gens qui n'ont pas une clarté mentale vivent dans la peur, bien sûr. Ils ont toujours peur. Ils ont peur de ça, vous avez peur d'autre chose, mais ils ont peur d'autre chose. C'est surprenant, non. Quel est le problème? Il n'y en a pas. L'être humain vit dans la peur, il a besoin toujours de prétexte. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de négativité. Les choses sont ce qu'elles sont, essentiellement. La négativité est toujours un regard idéologique. Quand j'arrête de savoir mieux que Dieu ce qui est juste, j'ai plus de problème avec le monde. Le monde est ce qu'il est. Ça n'empêche pas l'action, et ça empêche l'idéologie. Ça empêche l'action qui espère. L'action est sans but. C'est l'action pour l'action. C'est ce dont parle la Bhagavad Gita. L'action qui ne crée pas de karma, c'est une action sans intention. Quand Krishna prend son arc et se bat, c'est sans intention. Il le fait parce qu'il doit le faire, ça s'arrête là. C'est pas juste, c'est pas faux. La négativité, c'est un regard. Regardez mieux, vous êtes intelligente. Vous avez fait la moitié du travail, vous avez vu que la vie est belle. Mais si vous ne trouvez pas beau, regardez mieux, vous serez surpris. Vous allez voir combien tout ça concourt à l'ultime beauté. L'ultime beauté a besoin de laideur et de beauté. La vie a besoin de vieillesse et de jeunesse, d'échec et de réussite, de tendresse et de violence. Ça, c'est la loi de la vie, de naissance et de mort. Bien sûr, on dit ça c'est dramatique, ça c'est merveilleux. Mais c'est vraiment superficiel. La naissance, c'est pas merveilleux. La mort, c'est pas dramatique. C'est la même chose. C'est deux faces de la même chose. Donc, regardez mieux. Et l'avortement, c'est dramatique. Comment on fait ami avec soi-même après ça?
Mais vous savez, la personne qui avorte ne peut pas faire autrement. Elle n'a pas la capacité réelle ou imaginaire de faire face à quelque chose. Il y a des gens qui se suicident. Voilà. Ils n'ont pas la capacité de faire face à la vie. Est-ce que c'est négatif? C'est comme ça, il y a des gens qui ne peuvent pas faire face à certaines choses, ils se suicident, ils sautent d'un pont. Moi, je n'ai pas d'opinion, si c'est négatif ou non, je vois que cette personne ne pouvait pas faire autrement. Quand quelqu'un avorte, généralement, il aimerait bien ne pas avorter, mais il a cet imaginaire qu'il ne peut pas faire face à la situation. Je trouve ça respectable. Je comprends aussi celui qui va le voir comme une forme de violence. Mais la vie, c'est la violence. Mais il faut remettre tout en perspective. Celui qui avorte peut pas, s'il le fait, peut faire autrement. Il n'a pas la capacité. Celui qui dit je n'avorte pas a cette capacité aussi de dire ben, j'accepte. Voilà. J'accepte ce qui est là. Et c'est vrai que celui qui hésite et qui n'avorte pas, 20 ans après, quand il regarde son fils ou sa fille, c'est très rare qu'ils se disent « j'aurais dû l'éliminer ». Mais ça, c'est 20 ans après. Sur le moment, il y a des gens qui ne peuvent pas faire face. Pour moi, c'est respectable. Ça ne veut pas dire que c'est juste. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'encourager. Ça ne veut pas dire que c'est une méthode de contraception. Mais ça veut dire que quand quelqu'un se sent incapable de faire face à quelque chose, je comprends l'acte. Moi, je n'ai pas d'opinion. Je ne sais pas ce qui est juste, ce qui est faux. Je comprends celui qui le fait, je comprends aussi celui qui dit non, mais il y a ça, je l'accepte, c'est comme ça. Moi, je comprends aussi celui qui dit si je suis enceinte, je me sens incapable de garder cet enfant, mais cet enfant doit vivre quand même. Donc je laisse la grossesse à son terme, et puis quand l'enfant arrive, je vais le donner à l'assistance publique. Il y aura des parents qui peut-être seront s'en occuper mieux que moi. Je comprends ça aussi. Mais je ne sais pas ce qui est juste. Un homme n'a pas à savoir ce qui est juste pour une femme, c'est pas possible. Chacun doit suivre selon sa capacité intellectuelle, financière, affective. Il n'y a pas de jugement à avoir. Moi, je n'ai pas de jugement sur la vie. Je n'ai pas de jugement sur un criminel, je n'ai pas vraiment sur un... Parce que les gens font ce qu'ils peuvent, pas ce qu'ils veulent. Donc, je ne vois pas d'idéologie là-dedans. Par contre, on peut, quand quelqu'un pose la question, est-ce que je dois avorter ou non, ben on peut lui amener certains éléments, de dire, peut-être c'est un tout petit peu arbitraire de dire qu'à 2 mois et 29 jours, ben c'est rien, c'est quelque chose qu'on peut mettre à la poubelle. Et puis à 3 mois et 1 jour, ben c'est un être humain, et sur l'avortement, c'est un crime. Je peux comprendre celui qui va dire, c'est un peu étrange, c'est juste en un instant, on parle de quelque chose qu'on peut jeter à la poubelle, il ne s'est rien passé, et le lendemain c'est un crime. Alors, je peux comprendre celui qui s'interroge en se disant c'est merveilleux qu'il y ait des gens qui sachent exactement le moment où la vie commence, et qui disent ça c'est rien, et ça c'est un être humain, et qui décident le moment. Ça c'est les juristes. Donc je peux comprendre celui qui met en question ces choses-là. Moi j'ai pas d'opinion. L'opinion, c'est qu'il faut accompagner celui qui garde l'enfant et celui qui avorte. Je ne pense pas que c'est la société qui doit décider. C'est la maturité qui fait qu'on fait l'un ou l'autre. Quand vous êtes très jeune, des fois, vous ne pouvez pas concevoir d'avoir un enfant, de vous avorter. Et peut-être plus tard, si vous retombez enceinte, peut-être vous allez vous rendre compte que vous pouvez aussi accepter ce qui arrive. Et personne ne dit que c'est facile. Et 20 ans après, 25 ans après, quand on verra votre enfant, si on va dire finalement, tu regrettes de ne pas l'avoir mis à la poubelle, c'est assez rare les gens qui disent finalement, on aurait dû l'éliminer. Donc, moi je ne vois pas nécessité d'avoir une opinion. Il faut accompagner la situation, ça dépend des capacités intellectuelles, financières, affectives, de l'ensemble de la situation. Est-ce qu'on peut évacuer la culpabilité avec le ressenti dans le corps de la culpabilité, comme ce dont on parlait tout à l'heure? Bien sûr, c'est un ressenti. Si on vous demande comment tu sais que
que tu te sens coupable, je le sens, voilà, vous le sentez. Et la même chose, quelle que soit l'émotion, c'est toujours... Parce que finalement, quand vous regardez profondément, en fait, il n'y a qu'une seule émotion. Il y en a une qui l'appelle la culpabilité, l'autre qui l'appelle la solitude, l'autre qui l'appelle la rage, l'autre qui l'appelle le manque, l'autre qui l'appelle l'agitation. C'est un mot, c'est des mots qu'on met sur une seule émotion, qu'on va formuler à travers notre grille cérébrale. En réalité, on parle d'une seule émotion. Et cette émotion, qui nous semble être ce qui empêche la clarté, quand on la laisse vivre tactilement, va se révéler comme étant la porte de la clarté. Tout ce que j'ai passé, toute la dynamique de ma vie qui a été constamment de fuir cette émotion, je vais m'apercevoir pourquoi je fuyais cette émotion, parce que c'était la porte sur ma liberté. Et la chose que l'être humain redoute le plus ou moins, la seule chose dont on a peur, c'est la liberté. Donc j'ai formaté cette porte comme étant la porte qui m'enferme. Non, c'est la porte qui me libère. C'est la même porte. Donc je m'aperçois ça, que toute ma vie a été faite pour ne pas faire face à ça, pour ne pas sentir la peur, pour ne pas sentir la culpabilité, pour ne pas sentir l'agitation, pour ne pas sentir le manque, pour ne pas sentir. Et à un moment donné, est-ce que je ne pourrais pas découvrir ce que je suis constamment? Je me marie pour ça, je divorce pour ça, je fais des enfants pour ça, j'avorte pour ça, je deviens riche pour ça, je deviens bouddhiste pour ça, je fais du yoga pour ça. Quoi que je fasse, c'est pour éviter cette chose que vraiment je ne peux pas faire face depuis que je suis né. Et chaque fois avec un mot différent. Quand je vois ça profondément, il y a cette évidence d'une possibilité de... Est-ce que je pourrais écouter cette chose qui me fait tellement peur, qui me bloque tellement, qui m'empêche tellement, qui est toujours là? Quelle que soit mon activité, il y a derrière cette émotion. Et quand je vais vraiment laisser vivre cette émotion, et ce n'est pas une chose intentionnelle, c'est purement une chose, c'est un peu comme une grâce finalement, quand cette émotion va vraiment se déployer en moi, elle va se révéler comme étant la porte sur l'essentiel. C'est pour ça que je l'avais toujours vu comme étant ce qui m'empêchait d'aller vers l'essentiel. La chose qui est pour moi la pire, c'est la chose qui m'est le plus bénéfique. C'est parce que c'est bénéfique que je le vois comme étant la pire. Mon ami Byron Katie, Californie, dit ça, notre manière de dire, vous souhaitez le pire. Parce que quand le pire dans notre imaginaire arrive, vous allez voir que c'était rien. C'est uniquement la peur qui peut apparaître la chose comme étant le pire. Mais nous, on va plus loin. On dit ce que je ressens comme étant le pire, c'est la porte sur l'essentiel. C'est pour ça que l'ego le vit comme étant le pire. Il y en a le pire, c'est d'être abandonné. Il y en a le pire, c'est d'être malade. Et c'est toujours le futur. Quand un homme a 50 ans, il se dit, bon, ça va encore, mais à 60 ans, ça va être difficile. Pourquoi il a 60 ans, il dit, finalement, ça va pas mal. Puis quand j'aurai 70 ans, je ne sais pas comment je ferai face. Puis qu'il a 70 ans, il dit, finalement, alors quand j'aurai 80 ans, ça va être terrible. On passe son temps à projeter une difficulté qui ne va jamais arriver, parce que quand elle arrive, elle est présente. Et quand on est présent, il n'y a pas de difficulté. La difficulté, c'est pour demain. On a toujours peur du lendemain, et le lendemain ne va jamais arriver. Quand il va arriver, il sera présent, et le présent est sans problème. Mais alors demain, je ne pourrai pas faire face. Je dois voir le mécanisme. Vous voulez dire par là que ressentir, ça nous permet d'être dans le présent, uniquement. C'est le seul moment où, quand Bien je sûr. ressens, je suis là. Bien sûr, parce que la pensée n'est pas présente. Vous ne pouvez pas sentir et penser à la fois. C'est deux zones cérébrales différentes. Quand vous sentez, vous ne pensez pas. Et vous n'êtes pas présent, il y a présence. Être présent, c'est un concept du passé. Quand on dit je suis présent, c'est une pensée passée. Il y a présence. On ne peut jamais s'approprier quoi que ce soit. La nature du corps, c'est la présence. Il n'y a personne de présent. Être présent, c'est un fantasme. Il y a présence. La nature du corps, la vie du corps, c'est la présence.
Vous n'avez rien à faire pour entendre, pour sentir le froid, sentir le chaud, pour sentir vos vêtements, pour entendre les sonorités, pour la nature de la vie, la nature du corps. Au plus il y a cet accent, cette sensibilité, au plus vous allez voir la capacité de penser, le besoin de se justifier, le besoin de critiquer, le besoin de savoir, le besoin de comprendre, va se réduire proportionnellement à l'intensité du ressenti corporel. Et quand le corps devient vraiment vivant, la pensée redevient ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil, une fonction, mais pas un moyen de trouver l'essentiel. La pensée a sa place, la nature de la pensée dans le sens traditionnel, c'est la célébration. La pensée est là pour célébrer la vie, pour remercier. Profondément, la pensée est là pour remercier. C'est pour ça que la plupart des grands maîtres traditionnels ont toujours fait des hymnes de célébration, même Shankara, même les textes, les maîtres non-dualistes. Shankara fait des hymnes à Ganapati, à Lakshmi, à Vishnu, à Surya, etc. Tous les maîtres spirituels ont fait des hymnes de célébration, de remerciement. La pensée est là pour remercier. Mais quand j'utilise la pensée pour essayer de découvrir ce qui est impensable, ça ne marche pas. C'est pour ça que l'approche traditionnelle a toujours été de réduire la pensée à son strict minimum. La pensée est là pour se rendre compte de sa limite. Et quand je vois la limite de la pensée devient fonctionnelle, elle est utilisée à bon escient, mais elle n'est pas utilisée pour découvrir l'essentiel. Ça, c'est pas possible. L'essentiel, c'est un ressenti. Le silence, c'est un ressenti. La non-agitation, c'est un ressenti. La présence, c'est un ressenti. Être sans projet, c'est un ressenti. Se sentir sans limite, c'est un ressenti. Se sentir sans besoin, c'est un ressenti. Tranquillité, c'est un ressenti. Il n'y a pas de pensée là-dedans. La beauté, c'est un ressenti. L'amour, c'est un ressenti. Tout ce qui est essentiel, c'est un ressenti. La pensée par nature est mièvre, la pensée par nature est superficielle. Peut-être qu'il y a des grands penseurs, bien sûr, des gens qui, de la qualité de Maître Eckhart, de Laramie ou de Kader, bien sûr, qui sont des gens d'une absolue exceptionnalité, qui vivent une totale absence d'eux-mêmes, ont des fois une capacité exceptionnelle. Quand vous lisez le livre des Haltes d'Abdelkader, mais il n'y a pas plus beau. Voilà. Mais lui peut utiliser la pensée, je dirais, justement, pour remercier, pour louanger, pas pour expliquer, pas pour justifier, mais pour décrire l'indescriptible. Et ça, si vous êtes Abdelkader, vous pouvez le faire. Mais les gens n'ont pas cette capacité. Donc pour eux, le rôle de la pensée, c'est le silence. C'est dans ce silence de la pensée que l'évidence de la beauté va s'incarner. Mais jamais avec l'aide de la pensée. La pensée est répétitive. Vous pensez ce que vos parents vous ont dit, ce que vous avez vu à la télévision, ce que vous avez lu. Voilà, tout ça, vous faites un sac, vous secouez le sac et je pense ça. Ça n'a aucun intérêt ce qu'on pense. Ce que vous pensez, ce que je pense, ça n'a aucun intérêt, on n'y est pour rien. Notre conditionnement elles-mêmes sont différents, bien sûr, on pense différemment. Mais qu'est-ce que ça peut faire ce qu'on pense? Si j'étais né, vous êtes né, si vous étiez né où je suis né, on penserait l'inverse. Donc là, la pensée, il n'y a rien de plus miable que la pensée. La pensée de la vie n'est pas dans la pensée, elle est dans le ressenti. Quand vous aimez quelqu'un, il n'y a rien à penser, vous le sentez. Quand vous vivez avec un animal, vous ne pensez à rien, vous le sentez. Quand vous regardez la pleine lune, il n'y a rien à penser, vous le sentez. Quand vous faites l'amour, qu'est-ce que vous pensez? Il n'y a rien à penser, vous le sentez. Toute la beauté, toute l'intensité de la vie est purement sensorielle. La pensée pour les gens mièvres qui ne sentent pas. Quand vous avez une nouvelle amante, vous ne pensez pas. Et si vous commencez à penser quand vous faites l'amour avec elle, ben ça veut dire que quelque chose est fini. Voilà, il faut changer. Quand il y a vraiment l'amour, puis il y a l'intensité, on ne pense pas, on n'est que dans l'intensité. La pensée est signe qu'on est dans la répétition, qu'on est dans la mécanisation, qu'on est dans
forme de sécurisation, on n'est pas présent. Celui qui pense n'est pas présent. La présence est purement sensorielle. Il n'y a personne de présent, il y a présence. Vous employez souvent le mot imaginaire, ou poésie, ou romantisme, pour nous expliquer que c'est une manière de nous éloigner de la vérité. Est-ce que néanmoins, cet imaginaire, cette façon de penser ne nous aide pas à être tout simplement ce qu'on est? De toute manière, vous n'avez aucune liberté dans votre pensée. Donc, vous ne décidez pas de ce que vous pensez. Donc, il n'y a pas à s'occuper de la pensée. Ce que vous pensez est totalement conditionné par votre hérédité génétique, psychologique, affective, financière, culturelle, religieuse. Donc vous pensez ça. Voilà. Donc je pense ça. Ce que je pense que vous pensez n'a aucune valeur intrinsèque. Ça a une valeur comme révélation. Si vous racontez vos pensées à un thérapeute, si je raconte mes pensées à un thérapeute, il va comprendre un certain nombre de choses sur notre fonctionnement. Donc ça a une place à certains moments. Mais pour ce qui est de pressentir l'essentiel, ce qu'on pense est totalement caduque. L'intelligence ne fait pas partie des voies d'accès à l'essentiel. Les gens très intelligents sont souvent un peu plus déprimés que les autres. Les gens qui se suicident, il y a une majorité de gens intelligents. Dans l'intelligence, il n'y a aucune garantie de clarté. La clarté, c'est un ressenti. L'intelligence, c'est une fonction. Il y a des gens qui courent vite, il y a des gens qui pensent vite. Mais de penser vite, d'avoir une mémoire gigantesque, pour faire du calcul mental exceptionnel, ne vous amène aucune capacité pour être heureux. C'est une fonction comme un autre de la pensée. Donc il y a des gens qui ont des pensées prodigieuses, mais il y a des gens qui soulèvent des poids prodigieux. Il y a un Anglais qui a soulevé il n'y a pas très longtemps 500 kilos en 3 secondes. Ben, c'est prodigieux. L'intérêt peut être très relatif, mais pour moi, quelqu'un d'intelligent, et cet homme, c'est la même chose, c'est une capacité qui a une valeur décorative. Mais ni l'un ni l'autre, ni soulever 500 kilos, ni avoir une pensée brillante, en aucun cas peut faire pressentir l'essentiel. Dans la pensée, c'est encore une fois, du point de vue traditionnel, c'est un outil de remerciement. Quand vous avez pressenti que vous n'avez rien besoin pour être heureux, que la vie s'accomplit d'instant en instant, qu'il n'y a rien qui ne pourra jamais vous manquer, qu'il n'y a rien dont vous avez besoin, que vous êtes joyeusement prêt à vivre ou à mourir d'instant en instant, votre pensée devient une forme de remerciement, votre vie devient une forme de remerciement. Et on a tous des capacités différentes, les boulangers font du pain, les soldats font la guerre, les prêtres font autre chose, les architectes font autre chose. Chacun remercie à sa manière selon ses capacités. Mais utiliser la pensée pour chercher à arriver à la clarté, c'est un manque d'intelligence, du point de vue traditionnel. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une clarté mentale fonctionnelle. Abhinavagupta parle de ce qu'il appelle Tarka ou Satarka, qui est une vision globale. J'en parlais de vision géométrique. C'est cette vision où on voit clairement
que ce que je cherche est derrière moi et que je peux uniquement chercher devant moi. Donc chaque mouvement m'éloigne de ce que je cherche. Voilà, ça je dois le comprendre, mais c'est même pas le domaine de la pensée, c'est le domaine de l'intuition. Je dois le comprendre visuellement. Mais la compréhension intellectuelle, il y a des gens profondément intelligents qui sont profondément malheureux quand leur chat se fait écraser. Donc l'intelligence n'a en aucun cas une garantie de clarté. La vraie intelligence, ou traditionnelle, c'est de se rendre compte que l'intelligence ne sert à rien pour pressentir l'essentiel. Parce que l'intelligence devient passive, disponible, et cette passivité active, que Jean-Claude a appelé l'attention d'attente, devient cet espace dans lequel sont enregistrés les paramètres de la vie, jusqu'à ce que l'essentiel se révèle naturellement. Jamais grâce à nous, mais toujours malgré nous. Parce que la grâce ou la révélation, c'est quelque chose d'autonome, c'est non conditionné, ça ne dépend de rien. C'est la liberté même de la conscience, des fois s'incarner de telle ou telle manière. Donc ça fait pas partie tout à fait de la compréhension objective. Donc il faut avoir cette vision claire de la limite de la pensée, c'est pas une critique. Le mot imaginaire qu'on emploie de différentes manières, donc je ne sais pas à quoi vous référez. Mais réel ou imaginaire, pour nous, c'est deux fonctions mentales. Il n'y a pas de réel, il n'y a pas d'imaginaire. Si vous visualisez la tour Eiffel, et on enregistre vos ondes cérébrales, par exemple, vous prenez le train, vous allez à Paris, vous ouvrez les yeux, vous voyez la tour Eiffel, on enregistre vos ondes cérébrales, c'est exactement les mêmes ondes. Pour le cerveau, l'image, ce qu'on vous appelle la réalité, c'est exactement pareil. Il n'y a pas un qui est plus vrai que l'autre. Ça ne vous fait pas la différence. Moi, l'image, l'imaginaire ou la réalité, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que thérapeutiquement, l'image, le ressenti peut avoir une valeur thérapeutique, parce que justement, le cerveau est leurré par l'imaginaire. C'est pour ça que maintenant en sport, la plupart des gens qui font des compétitions de haut niveau visualisent ou ressentent leur compétition. Lucie Norman, les dernières années, 6 heures avant le récital, il mentalement passait tout son récital avant de le faire. C'est la même chose. Pour le cerveau, c'est la même chose. Il n'y a pas d'imaginaire. Il n'y a pas de réel non plus. C'est deux expressions poétiques. Par contre, de penser que la joie vient d'une situation, ça, effectivement, c'est vraiment un imaginaire. De penser que je serai heureux quand j'aurai atteint ceci ou cela, ça, c'est un imaginaire respectable, c'est un imaginaire sympathique, c'est un imaginaire décoratif, c'est un imaginaire indispensable à un certain âge. C'est normal que l'enfant pense que, voilà, ceci ou cela. Parce qu'on lui transmet des choses, que ses parents lui disent ça, la société, l'enfant pense que s'il fait ça, il va réussir, s'il fait ça, il va échouer, si on l'aime, il va être heureux, si on l'aime pas, il va être malheureux. Voilà, c'est normal. Mais on n'est pas toujours un enfant. À un moment donné, on laisse l'imaginaire de l'enfant mourir avec l'enfant. Il y a beaucoup de gens qui restent enfants toute leur vie. S'il y a une dernière question. Et avoir une manie ou un toc, c'est une peur irraisonnée, ça. C'est l'imaginaire, c'est quoi? Non, il n'y a pas d'imaginaire. Celui qui est traumatisé par quoi que ce soit, il le vit comme une agression, comme un ressenti. Voilà. Bien sûr, c'est un imaginaire. Mais le vécu d'imaginaire, comme on dit tout à l'heure, pour le cerveau, c'est la même chose. Que vous croyez qu'il y a un lion dehors qui va vous dévorer, et il n'y en a pas. Ou qu'il y a un lion dehors qui va vous dévorer, votre expérience de la peur est exactement la même. Après vous dites, il n'y avait pas de lion, c'est l'imaginaire. Non, mais votre cerveau a vécu la peur du lion comme si le lion était là. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'occuper de la cause. Parce que la cause, qu'il y a un vrai lion ou qu'il n'y en ait pas, on s'en fout. Vous le vivez comme un vrai lion.
Donc, on vit avec la réalité. Donc, on va explorer corporellement l'impact de cette peur du lion. Et je vais vous dire, vous avez peur du lion? Super. Comment vous savez? Vous allez me dire, mais je le sens. Super. Et vous le sentez où? Et on commence comme ça. Vous sentez dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge, etc. C'est chaud, c'est froid. Donc, c'est une exploration. Indépendamment de ça, une tradition, ce qu'on exprime ici fait partie d'un courant d'exploration qui n'est pas fait pour résoudre des problèmes psychologiques. Donc, un client problème psychologique, il va voir un thérapeute, et quand il s'est libéré de ses problèmes, ensuite, peut-être il a une disponibilité d'explorer une tradition. Donc, honnêtement, on n'est pas outillé, ne serait-ce que parce que quand on s'occupe du client psychologiquement, c'est vraiment une forme de régularité que seul un thérapeute peut donner. Quand quelqu'un est alcoolique, quand quelqu'un est violent, quand quelqu'un est drogué, quand quelqu'un a une phobie de ceci ou de cela, le travail thérapeutique demande une régularité, demande un accompagnement qui ne fait pas partie de l'approche traditionnelle. L'approche traditionnelle, c'est pour des gens qui n'ont pas besoin d'accompagnement psychologique, qui sont capables de vivre longtemps avec un enseignement, de le vivre, de le transmuer, de l'explorer, de le transposer, ensuite, s'il faut, de se rencontrer pour aller un peu plus loin, etc. Mais ça demande une très grande maturité. Donc, quand on a un problème psychologique, c'est vraiment du domaine thérapeutique. Mais, si on me répond quand même, on peut dire que quelle que soit la cause de la peur, c'est la même thérapeutique ultimement, et un thérapeute va toujours amener son patient à explorer son ressenti de la peur. C'est pas de justifier la peur qui va aider, c'est pas de dire je ne devrais pas avoir peur qui va aider, mais c'est de sentir comment la peur fonctionne en soi, parce que c'est toujours un prétexte. Maintenant, j'ai peur de la poussière, mais quand j'avais 3 ans, je n'avais pas peur de la poussière, mais j'avais la peur quand même. Quand j'avais 2 ans, je n'avais pas peur de la poussière, j'avais peur quand même. Quand j'avais 1 an, j'avais peur quand même. Je suis né avec cette peur. C'est parce qu'il y a cette peur que je suis né. Jean-Pierre disait, naître, c'est un mauvais signe. Vous savez, il y a un problème. Donc on naît parce qu'il y a un problème. Donc ensuite, je vais, selon mon éducation, selon mon intelligence, dire, ah, c'est ça le problème. Mes parents m'aiment pas. Puis la violence, mes parents. Et puis l'amour, ça ne marche pas. Et puis la société, ça ne marche pas. Et puis ceci, et puis cela. Et puis je suis vieux, donc ça marche, c'est terrible. Et puis l'environnement, c'est chaque fois un prétexte. Mon problème est antérieur à ma pensée. Je dois comprendre que ma problématique n'est jamais liée à ce qui apparemment crée mon problème. Quand j'ai compris ça, je suis disponible à une approche spirituelle. Donc je pense que mon problème c'est lié à ça. Je suis dans le domaine thérapeutique, je dois avoir un thérapeute. Parce que c'est pas vrai. C'est pas ma femme qui est mon problème, c'est pas ma sexualité qui est mon problème, c'est pas le gouvernement qui est mon problème, c'est pas la stupidité ambiante qui est mon problème, c'est pas mon problème, c'est mon regard sur la vie. Et chaque fois, j'ai trouvé un prétexte. À 3 ans, c'était ça mon problème, à 5 ans, c'était ça, à 8 ans, c'était ça. C'est pas ça, c'est pas vrai. Donc je pense que mon problème, c'est quelque chose, on voit un thérapeute. Quand je me rends compte que le seul problème, c'est moi-même, c'est mon regard sur la vie, à ce moment-là, on fait des économies, on ne voit plus de thérapeute. À ce moment-là, on achète une chaise, et tous les soirs, on parle à sa chaise. Et vous allez voir, c'est extraordinaire, l'intimité qu'on a avec une chaise, vous pouvez l'avoir avec personne, aucun homme, ni aucune femme, ni aucun animal dans cette intimité. Parce qu'avec une chaise, vous pouvez tout dire. À votre mari, vous ne pouvez pas tout dire, à votre amant non plus, à votre enfant non plus, à votre femme non plus. Mais avec une chaise, la chaise vous donne une totale liberté. La chaise vous écoute totalement. La chaise ne vous interrompt jamais. La chaise ne vous juge pas. La chaise n'a aucun préjugé. La chaise n'attend rien de vous. Donc la chaise vous donne cet extraordinairement cadeau d'être totalement, simplement présent. Et donc quand tous les jours vous parlez à votre chaise, avec joie, avec affection, avec intimité, vous allez découvrir des choses extraordinaires sur vous-même. Ça, c'est la meilleure des thérapies. C'est la moins chère.
Et il n'y en a pas d'autres. Parce qu'il y a des choses que vous ne direz jamais à votre thérapeute, que vous pouvez le dire à votre chaise. Il y a des rêves que vous n'allez jamais dire à votre thérapeute, que vous allez les dire à votre chaise. Et quand vous avez fini avec votre chaise, vous donnez votre chaise à un ami, parce que c'est pas la peine de vivre avec des chaises, et vous êtes prêt pour explorer ce qu'on appelle une démarche spirituelle. Mais les gens qui ne veulent pas parler à leur chaise, par préjugés sur les chaises, sont rarement mûrs pour une démarche spirituelle. Parce qu'ils n'ont pas fait le travail de base, qui est de voir leur fonctionnement. Et mon fonctionnement, je le vois qu'en exprimant. Parce que c'est comme l'écriture automatique. Quand j'écris, je vais dire des choses que je ne sais pas. Et quand je parle à une chaise, je vais découvrir des choses que je ne savais pas sur moi-même. C'est très important. Ils m'ont dit, on n'a plus rien à dire à la chaise. À ce moment, on n'a plus rien à dire à personne. Et qu'on n'a plus rien à dire, on peut commencer à écouter. Et là, l'approche traditionnelle commence. Passez une bonne soirée.